Bonjour à tous. Nous sommes donc en direct ce matin pour la première webconférence destinée aux patients atteints de sclérodermie systémique, organisée par la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Il faut savoir, vous patients atteints de sclérodermie, vous qui nous regardez, que le plan maladies rares a créé en 2004 des centres de référence pour les maladies auto-immunes et systémiques rares, pour les maladies auto-inflammatoires, que ces centres de référence se sont rassemblés pour créer une filière qui constitue un réseau national et qui associe les centres de référence et les centres de compétences sur la France, mais aussi de nombreux centres d'expertise de la sclérodermie et des maladies auto-immunes. Et tout cela est fédéré par la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares, d'où le logo FAI2R qui rassemble l'adulte et l'enfant, parce que les maladies auto-immunes touchent aussi parfois l'enfant, et donc ce réseau est un réseau de médecins d'adultes et de médecins pédiatres. Cette filière est financée par le ministère de la Santé, et cette filière, dans ses différentes actions, dans ses différents projets, a mis en place un site internet que vous avez découvert puisque vous êtes connectés, que vous êtes en direct. Je regarde un petit peu les connectés, je les vois là. Non pas vous chez vous évidemment, mais les noms qui apparaissent. Et donc elle a pu mettre en place donc un site internet que vous avez découvert et que vous allez découvrir, fai2r.org, avec des tas d'informations et aussi des tas d'outils de communication, dont ces webconférences. La filière a organisé des webconférences pour les médecins, pour la formation dans les hôpitaux, de façon à homogénéiser la prise en charge des patients qui ont des maladies comme la sclérodermie, le lupus, les vascularites, etc., les myopathies inflammatoires, mais a aussi mis en place des webconférences pour les patients, en partenariat avec des associations de patients. Donc la séance aujourd'hui, destinée à vous, patients atteints de sclérodermie systémique, se fait en partenariat avec l'Association des sclérodermiques de France. Et nous avons ici, sur ma gauche, Laurence Schuller, qui est vice-présidente de l'association des sclérodermiques de France et qui vous parlera de l'association et qui vous parlera aussi ensuite de son expérience. Et puis sur ma droite, il y a Géraldine Vostasi, qui est infirmière d'éducation dans notre centre de référence à Lille. Alors avant de vous parler et de vous expliquer que nous discutions ensemble sur comment bien préparer l'hiver, car même si le soleil est là sur toute la France, ce matin, la fraîcheur était là aussi quand même. Je vais donc passer la parole à Laurence Schuller, qui va vous parler un peu de l'association avant que je vous reparle du sujet du jour, la préparation de l'hiver. Bonjour à tous, comme vous l'a précisé professeur Erika Schuller, dont je suis Laurence Schuller, la vice-présidente de l'association des sclérodermiques de France, association qui a été créée en 1989 et qui compte actuellement 1100 adhérents, dont à peu près 800 malades. Les objectifs de l'association sont surtout de vaincre l'isolement des malades, donc en organisant régulièrement un peu partout en France des réunions amicales ou des réunions médicales patients-médecins. Et deuxième objectif assez important, c'est le financement de la recherche médicale. Chaque don va financer des protocoles de recherche. Et depuis 2000, c'est 106 projets qui ont été financés pour à peu près un montant de plus de 1,5 million d'euros. Donc vous avez un site internet, c'est association-sclérodermie.fr pour avoir beaucoup d'informations médicales sur l'association, sur les différentes manifestations qui sont organisées en région et la possibilité d'adhérer en ligne. Très bien. Oui, de très gros efforts sont faits par l'association pour informer les patients, et vous verrez tout à l'heure le petit journal de l'association, et de très gros efforts sont faits aussi pour soutenir la recherche. Et il faut remercier sincèrement l'association pour cela. Bien, donc, comment préparer l'hiver ? Alors on va parler évidemment du phénomène de Raynaud, parce que c'est le symptôme fonctionnel principal
qui vous gêne en période hivernale. Je vais prendre celui-là, hein. Très bien. Vous connaissez le phénomène de Raynaud, évidemment. Vous souffrez d'un phénomène de Raynaud. Et habituellement, le phénomène de Raynaud va débuter des années avant la sclérodermie, parfois en même temps que la sclérodermie. Et c'est parfois un très très gros handicap. C'est variable d'un patient à l'autre néanmoins. La gêne ressentie par le phénomène de Raynaud. Cette gêne peut être pluriquotidienne ou certains patients, avec le temps, parfois, n'ont même plus de crise de Raynaud. Alors c'est quoi le Raynaud ? Le phénomène de Raynaud était décrit à la fin des années 1800 par Maurice Raynaud, qui était un médecin français, d'où le nom de phénomène de Raynaud. Et ce nom de phénomène de Raynaud et le nom de Raynaud est resté dans toute la littérature médicale et internationale, et tout le monde parle de Raynaud's phenomenon. Alors le phénomène de Raynaud, c'est une crise en 3 actes. C'est une crise vasculaire en 3 actes. C'est un acrosyndrome, acrodistal syndrome, qui est déclenché par le froid habituellement, mais pas uniquement par le froid. Ça peut être aussi le stress. Ça peut être l'anxiété. Ça peut être un simple changement de température. Si vous êtes à l'extérieur en plein été, qu'il y a 30 degrés comme cet été, et que vous allez dans une pièce intérieure climatisée, qu'il y a une différence de température de 5 à 10 degrés, ça peut suffire pour déclencher la crise de Raynaud. Habituellement, la crise de Raynaud débute par une phase blanche, comme vous le voyez sur cette photo assez spectaculaire, parce que dans le doigt, il y a 2 petites artères de chaque côté du doigt qui amènent le sang. Et ces 2 petites artères, liées au froid, au stress, à l'anxiété, vont se spasmer, c'est-à-dire se rétrécir et se fermer et empêcher le sang d'arriver dans les doigts et dans le bout des doigts. Si le sang n'arrive plus, eh bien le doigt devient blanc. Et c'est ainsi qu'on explique la phase blanche du phénomène de Raynaud. Cette phase blanche, c'est ce qu'on appelle aussi l'onglet. Alors c'est une phase où le doigt est en général peu sensible, insensible, et si on picote, on ne le sent pas bien. C'est une phase plus ou moins douloureuse. C'est une phase qui dure plus ou moins longtemps en fonction des patients. Il y a des patients qui ont une phase blanche qui va durer 5 minutes, d'autres qui peuvent avoir une phase blanche qui peut durer 30 minutes et qui peut se répéter plusieurs fois dans la journée. C'est pourquoi c'est peut-être un handicap très très important. Après la phase blanche, il y a la phase bleue. La phase bleue, partout dans notre corps, on a des petites artères qui apportent le sang pour nourrir les organes, et puis des petites veines qui ramènent le sang au cœur pour oxygéner ensuite le sang qui passe dans les poumons. Et dans le cas du phénomène de Raynaud, après cette phase de contraction des petites artères des doigts, il y a une phase de dilatation des petites veines, des vénules. Et si le sang stagne dans ces vénules, les doigts deviennent bleus. Cette phase d'un patient à l'autre peut durer 5 minutes ou 30 minutes, c'est très très variable. Et ensuite, il y a la phase dite rouge, où les petites artères des doigts vont se redilater pour reprendre leur forme normale, et il y aura un afflux de sang dans le bout des doigts, et là, eh bien, les doigts vont chauffer, vont brûler, vont picoter, et quelquefois peuvent aussi être très douloureux. Alors ces phases blanc, bleu, rouge sont pas toujours constantes. Il y a des patients qui n'ont que la phase blanche, d'autres qui n'ont que la phase bleue, d'autres qui n'ont que la phase rouge, et il y en a d'autres qui ont des phases associées l'une à l'autre. On appelle ça des formes pi. Comme ici, vous voyez, sur le deuxième doigt de la main, il y a encore une composante bleue, alors que les autres doigts sont déjà en phase rouge du phénomène de Raynaud. C'est 95% des patients atteints de sclérodermie systémique qui ont un phénomène de Raynaud. Alors ce phénomène de Raynaud n'est pas localisé uniquement au doigt, il peut toucher les orteils aussi, il peut toucher le nez, il peut toucher les oreilles, il peut toucher même la langue, mais c'est beaucoup plus rare parce qu'en général on la tient au chaud, sa langue, sauf ceux qui papotent beaucoup, mais donc c'est un phénomène très rare. Il ne faut pas confondre le phénomène de Raynaud, qui est un acrosyndrome paroxystique, une crise aiguë, avec ce qu'on appelle l'acrocyanose. Parfois c'est associé néanmoins. L'acrocyanose, c'est un phénomène permanent où les doigts sont bleus, tout simplement par stagnation vénulaire.
Les doigts sont en général bleus, froids, parfois un petit peu suintants. Mais ça, c'est un phénomène permanent, aggravé par le froid, mais permanent. Donc ce n'est pas une crise aiguë. Donc il faut différencier ça du phénomène de Raynaud. Les patients qui ont un phénomène de Raynaud, ou qui ont d'ailleurs une acrocyanose, ou parfois les deux associés, peuvent faire une complication qui quelquefois est spectaculaire et particulièrement douloureuse, ce sont des engelures. Alors les engelures, c'est volontiers localisé au niveau des orteils. Ce sont des petites taches rouges comme vous pouvez le voir sur cette photo. Ça n'a rien à voir avec le gel néanmoins. Les engelures, ce sont des petites lésions cutanées qui sont la conséquence du froid mais de l'humidité surtout. On peut faire des engelures alors qu'il fait 8 degrés dehors. Il ne faut pas qu'il fasse nécessairement en dessous de 0. C'est différent donc des gelures. Ces engelures, eh bien, ce sont des petites zones de peau qui se mettent en contraction des petits vaisseaux capillaires, puis après qui se dilatent, et c'est la dilatation qui forme la rougeur et qui donne la douleur. Et c'est un phénomène permanent, enfin qui va durer plusieurs jours, quelquefois plusieurs semaines même, et qui peut parfois s'ulcérer, comme vous le voyez sur certaines de ces photos, notamment ici, voilà, ça s'ulcère. Ce sont des ulcérations qui peuvent être très spectaculaires, on dit oh là là, la gangrène arrive, mais non, du tout, ça va toujours cicatriser, mais ça peut être long et douloureux. Et donc les patients, vous, sans doute, certains là qui nous regardez, et je vois que la liste s'annonce, j'en suis ravi, souffrent sans doute parfois aussi d'engelures l'hiver, d'engelures douloureux, et on va vous expliquer aussi comment limiter et éviter ces engelures. Alors ces engelures peuvent toucher aussi les doigts, et c'est parfois très spectaculaire et très douloureux, comme cette image, mais c'est jamais dangereux, il n'y a jamais de complications, il n'y a pas de risque d'ulcère, et ça guérit toujours sans séquelles, sans cicatrices. Alors il faut parler un peu, pour bien comprendre pourquoi il y a un phénomène de Raynaud et des complications vasculaires dans la sclérodermie, de physiopathologie. Alors désolé, certaines diapositives vont être en anglais, mais vous inquiétez pas. Je vais bien vous expliquer ce qu'il faut en connaître. Dans le phénomène de Raynaud, il y a 3 types de cellules qui interviennent, et dans la sclérodermie en général. Il y a la cellule endothéliale, c'est la cellule du petit vaisseau. Il y a le globule blanc de l'immunité, c'est le lymphocyte, c'est une catégorie de globules blancs. Et puis il y a le fibroblaste qui va faire la fibrose, qui est recruté et activé par la cellule de l'immunité. La cellule de l'immunité est-elle activée par l'activation de la cellule endothéliale, et donc le fibroblaste qui va faire la fibrose va se transformer en myofibroblaste, myo de muscle, donc il aura des capacités de contraction, et il va se mêler aux cellules inflammatoires, les globules blancs, il va entourer le petit vaisseau, et va donner la fibrose qui entoure le petit vaisseau. Donc la micro-angiopathie de la sclérodermie. Ce qui explique notamment le rétrécissement des doigts, des artères des doigts, mais ce rétrécissement d'artères, parce que quand il y a dans la paroi vasculaire des cellules qui s'accumulent, des cellules inflammatoires, des myofibroblastes, la paroi du petit vaisseau va s'épaissir. Si la paroi du petit vaisseau s'épaissit, eh bien la lumière ici où passe le sang va se rétrécir, comme un tuyau de canalisation qui s'entartre. Si le tartre se met dedans, la pression diminue et le sang a du mal à aller jusqu'au bout du doigt. Et c'est ainsi qu'on explique la survenue du phénomène de Raynaud dans la sclérodermie systémique. Cette maladie des petits vaisseaux, on peut la voir à l'œil nu. Regardez le bord de vos ongles. Chez certains patients, on peut voir ce qu'on appelle la micro-angiopathie organique, c'est-à-dire la maladie des petits vaisseaux qui se rétrécissent, qui s'épaississent et parfois se dilatent par un processus aussi d'activation anarchique de la vascularisation des petits vaisseaux. Et on peut voir ici certains capillaires dilatés, vous voyez, au bord de l'ongle. Alors si on prend une loupe pour mieux voir, ça s'appelle une capillaroscopie. Eh bien, en capillaroscopie, on peut voir les petits vaisseaux dilatés, qui sont les micro-anévrismes. Il y a des petites zones où il n'y a plus de capillaires parce qu'ils sont complètement bouchés.
Et il y a des endroits où les capillaires sont encore normaux et fins, comme ici. Alors si on zoome un peu plus, pour que vous compreniez bien, le méga capillaire qui est typique de la sclérodermie, quand on fait cet examen à la loupe ou au microscope, c'est un capillaire complètement dilaté qui a perdu son parallélisme, comme ces deux capillaires-là qui sont géants. Un capillaire normal est très différent. Un capillaire normal, et vous pouvez me croire, ça c'est une capillaroscopie normale, c'est la mienne, eh bien on voit que les capillaires ont un aspect très fin en épingle à cheveux. Très fin en épingle à cheveux, et un nombre de capillaires de 9 à 14 par millimètre. Et si on revient à la diapositive précédente, vous voyez que les capillaires sont complètement anarchiques, complètement dilatés, et il y en a moins sur 1 millimètre. Donc s'il y a moins de capillaires, moins de sang arrive au bout du doigt, et ça favorise le phénomène de Raynaud. On appelle ça la micro-angiopathie, parce que micro, petit vaisseau, angiopathie, angio de vaisseau, hépatie, maladie. Alors dans la sclérodermie, il n'y a pas que la micro-angiopathie, il y a très fréquemment aussi une macro-angiopathie. Cette macro-angiopathie, ça touche les vaisseaux visibles à l'œil nu, et les vaisseaux visibles à l'œil nu au niveau des doigts, ce sont les artères collatérales des doigts. Je vous disais que chaque doigt a deux petites artères de part et d'autre, et qui amènent le sang. Eh bien, ces petites artères qui amènent le sang de part et d'autre du doigt peuvent être thrombosées, c'est-à-dire bouchées, complètement obstruées aussi dans la sclérodermie, et c'était très fréquent, puisqu'un travail qu'avait fait en RMN Yannick Alanor montrait que plus de 9 patients sur 10 avaient des anomalies, des gros vaisseaux entre guillemets, parce qu'ils restent quand même relativement fins, ce sont les artères des doigts. Donc dans la sclérodermie, il y a une micro-angiopathie, mais aussi une macro-angiopathie associée, ce qui aggrave évidemment le problème vasculaire au niveau des doigts. Cette maladie vasculaire au niveau des doigts, d'ailleurs, existe un peu partout ailleurs dans la sclérodermie. Elle peut exister au niveau du poumon, elle peut exister au niveau du rein pour les principales localisations. Alors on va parler tout d'abord du traitement du phénomène de Raynaud et après des complications du phénomène de Raynaud, parce que certains patients sur ce terrain de phénomène de Raynaud peuvent faire des ulcérations digitales. Alors, quelles sont les modalités thérapeutiques du phénomène de Raynaud? Tout ça, c'est Géraldine qui vous expliquera comment vous protéger contre l'hiver, mais moi j'insisterai là-dessus. Le tabac, non. Quand on fume une cigarette et que l'on prend la température cutanée du dos de la main, eh bien la température cutanée du dos de la main diminue d'1 degré Celsius. Ce qui veut dire que fumer aggrave le problème vasculaire des doigts. Donc, la protection contre le froid, on en parle tout à l'heure. Il faut donc supprimer le tabac. Il faut faire très attention à tous les petits traumatismes des doigts, et ça c'est pour la prévention des ulcères des doigts, et je vous en reparlerai, mais aussi penser que certains médicaments peuvent aggraver le phénomène de Raynaud. Alors ça c'est un sujet important. Ce sont des médicaments qui ont une capacité de vasoconstriction. Le phénomène de Raynaud est une constriction, une contraction des petits vaisseaux. Eh bien, certains médicaments aggravent cette contraction, notamment les bêta-bloquants. Ce sont des médicaments qu'on utilise pour l'hypertension artérielle ou parfois pour le traitement de l'insuffisance cardiaque ou parfois pour le traitement de fond des migraines. Il y a les vasoconstricteurs nasaux. Quand on a le nez bouché, il y a certaines gouttes qui permettent de déboucher le nez. Oui, mais ce sont des vasoconstricteurs. Et cette vasoconstriction locale dans le nez peut diffuser par passage à travers la muqueuse du médicament et aggraver le phénomène de Raynaud. Et il y a les médicaments antimigréneux. La migraine, c'est un spasme cérébral des petites artères, c'est une dilatation cérébrale des petites artères, et les médicaments contre la migraine tentent à contracter les artères cérébrales pour diminuer la douleur. Et donc, c'est un problème quand un patient a une sclérodermie, une maladie migraineuse sévère, parce qu'on est amené à être limité dans les choix de traitement. Donc attention à ces médicaments. Le traitement médicamenteux de première ligne, à côté des mesures de prévention contre le froid, ce sont les inhibiteurs calciques. Les calcium bloqueurs, on les appelle aussi. Alors les inhibiteurs calciques, en tête, il y a l'amlodipine ou l'amlor, mais il y en a d'autres. Il y a le tildiam ou diltiazem, et il y en a d'autres, la dalate, notamment nifedipine. Bien. Monotildiam, bitildiam, etc.
Ils sont nombreux. On ne donne pas un inhibiteur calcique chez tout patient atteint de syndrome de Raynaud, mais il faut donner un inhibiteur calcique à tout patient atteint de sclérodermie qui supporte les inhibiteurs calciques. Parce que ça a des propriétés multiples dans la sclérodermie systémique et peut-être ça pourrait prévenir la survenue des ulcères. Alors, les inhibiteurs calciques dans le phénomène de Raynaud de la sclérodermie, l'efficacité est démontrée. Elle reste cependant modeste. Ça diminue un peu la durée des crises, ça diminue le nombre des crises, mais c'est toujours ça de prix, et ça donc diminue le handicap lié aux crises. Alors il y a certains inhibiteurs calciques qui peut-être pourraient être un petit peu délétères pour l'œsophage, parce que vous savez que dans la sclérodermie, il y a une dilatation de l'œsophage se contracte mal, et certains inhibiteurs calciques, notamment l'adalate, pourraient gêner la pression du sphincter du bas-œsophage, c'est-à-dire diminuer encore un peu plus la pression du sphincter du bas-œsophage et peut-être favoriser le reflux. Mais ça, il faut le tester et voir la tolérance. En tout cas, les inhibiteurs calciques, ce sont des médicaments capables de dilater les vaisseaux contractés. C'est comme ça que ça marche. Il y en a un autre. Certains me regardent peut-être avec un regard pas très sympathique parce que certains ont déjà eu l'hyloprost en intraveineux et l'hyloprost en intraveineux est pas toujours bien supporté. Néanmoins, c'est un médicament extrêmement efficace et qui doit être bien supporté quand il est prescrit. C'est un médicament puissant vasodilatateur que l'on administre en hospitalisation. Ça ne peut pas se faire à la maison, ça se fait en intraveineux avec une pompe pendant au moins 6 heures. Et pour bien accepter ce médicament, les doses sont administrées de façon très lente et très progressive, jusqu'à un seuil de tolérance. Et il faut que le patient tolère. S'il ne tolère pas, c'est qu'il faut réduire la vitesse. Donc l'objectif d'un traitement par hyloprost, c'est que le patient tolère l'administration du médicament. S'il ne la tolère pas, on réduit la vitesse pour trouver la vitesse qui lui permet de tolérer le médicament. Et à partir de là, eh bien, on poursuit l'infusion à la vitesse qui convient au patient. Ce médicament est particulièrement efficace, particulièrement puissant, et certains patients qui ont un phénomène de Raynaud très sévère au cours de l'hiver, on peut leur proposer un traitement préventif à l'automne de 5 jours. Alors c'est 5 jours à l'hôpital, oui, mais ça peut être 5 fois un hôpital de jour. Le patient arrive le matin, il a sa perfusion, il rentre à la maison le soir, il revient le lendemain, et ceci pendant 5 jours. Il a été démontré que ce traitement avait un effet rémanent, c'est-à-dire qu'il a un effet immédiat, bien entendu, mais un effet qui peut se prolonger plusieurs semaines, plusieurs mois ensuite. Il y a des patients qui ont une cure avant l'hiver, qui sont tranquilles tout l'hiver, enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus, ils n'ont pas plus du tout de crise de Raynaud, mais des crises de Raynaud moins sévères et mieux tolérées. Alors il faut parler à côté du phénomène de Raynaud des ulcérations digitales parce que l'hiver est une période plus à risque d'ulcération digitale. Nous avons des patients qui font des ulcérations digitales tous les hivers et qui l'été sont tranquilles. Pourquoi ? Eh bien, c'est un phénomène mécanique. Le froid, au niveau des doigts, va provoquer une vasoconstriction. Quand on est au froid, nous avons un contrôle cérébral de notre température corporelle. Nous avons, en tant que grands mammifères, une température corporelle centrale de 37 degrés. Et quand nous sommes exposés au froid, nos systèmes de contrôle vont amener un maintien de cette température corporelle à 37 degrés. Qu'est-ce qui doit rester à 37 degrés ? Le cerveau, il vaut mieux. Le cœur, il vaut mieux. Et donc, pour préserver le cerveau et le cœur, notre organisme va réagir en provoquant une vasoconstriction des territoires moins nécessaires au froid. Par exemple, les mains et les pieds. On préserve les organes nobles en limitant l'apport de sang dans les extrémités, les mains et les pieds. Et si l'organisme décide de préserver la température corporelle du cerveau et du cœur, il va faire en sorte que le sang arrive moins dans les extrémités pour qu'il se refroidisse moins, et donc il y aura une vasoconstriction, un rétrécissement plus important encore des artères des doigts. Et si on rétrécit encore plus
le calibre des artères des doigts, eh bien il n'y a plus de sang du tout qui arrive au bout du doigt. Et s'il n'y a plus de sang du tout qui arrive au bout du doigt, eh bien voilà, survient ce qu'on appelle un phénomène d'ischémie. L'ischémie, c'est quand il n'y a plus de sang qui vient nourrir la peau, et donc le petit bout de peau il va mourir, et parfois s'ouvrir, provoquant un ulcère digital. Voilà comment ça marche, les ulcères digitaux ischémiques. C'est donc la conséquence du phénomène de Raynaud de la microangiopathie, en fait, plus du froid. Alors, il y a de grands principes de traitement de ces ulcères digitaux. On va les aborder. Il y a des médicaments, je vais en parler. Parfois, on peut amener à faire appel au chirurgien pour faire un bon nettoyage. Il faut surtout utiliser des médicaments antidouleurs. Et puis, il y a des mesures locales dont je dirai un petit mot. Tout d'abord, il ne faut pas confondre ulcère et ulcère. Un patient qui a une sclérodermie systémique peut faire un ulcère du bout de doigt, comme je l'ai expliqué, parce que le sang n'y arrive plus, et c'est l'ulcère ischémique. Il faut donc des médicaments pour améliorer le flux sanguin jusqu'au bout du doigt. Et puis il y a d'autres types d'ulcères, deux autres types d'ulcères dans la sclérodermie, dont les mécanismes sont différents, et donc les traitements aussi vont être différents. Il y a tout d'abord les ulcères dits mécaniques sur traction cutanée. Dans la sclérodermie, certains patients ont une rétraction des doigts. Cette rétraction et un épaississement de la peau, cette rétraction des doigts, cette flexion des doigts va tirer sur la peau en regard des reliefs osseux, comme ici, et peut craquer la peau, ou à l'occasion d'un petit coup, craquer la peau et faire un ulcère. Donc là, l'ulcère n'est pas directement ischémique, même si la peau est un peu moins bien nourrie quand même par le sang, mais l'ulcère est mécanique par flexion des doigts et coup. Et donc, le traitement doit être aussi mécanique, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre la rétraction des doigts, il faut faire appel à l'équipe de rééducation fonctionnelle, aux physiothérapeutes, pour lutter contre la rétraction, et en luttant contre la rétraction, on préviendra la survenue de nouveaux ulcères digitaux mécaniques. Autre type, et certains d'entre vous en souffrent, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, j'en suis ravi à suivre cette conférence. Ce sont les ulcères qui surviennent en regard de calcification. Certains patients qui ont une sclérodermie, pas tous, ont des morceaux de calcaire, plus ou moins durs, parfois c'est dur, parfois c'est mou, sous la peau. Et ces morceaux de calcaire peuvent s'enflammer, irriter la peau et trouer la peau, ce qui provoque un ulcère aussi mécanique, mais lié à ces calcifications que l'on peut voir sous la peau, ou si la peau s'ouvre évidemment, elles apparaissent à ciel ouvert. Eh bien, ce type d'ulcère, il suffit de retirer manuellement, on fait appel au chirurgien, il ne faut pas aller soi-même, de retirer manuellement ces petites calcifications, et la cicatrisation se fait sans problème, comme vous le voyez chez cette patiente. Bien, revenons aux ulcères ischémiques, liés au froid, la vasoconstriction et la microangiopathie. Les ulcères d'origine ischémique doivent d'abord justifier d'un traitement local, et pour cela, on fait appel à nos infirmières d'éducation qui connaissent bien les ulcères, et Géraldine Vostasic, et il y a pas mal de centres hospitaliers en France qui assurent une consultation de première ligne avec des infirmières spécialisées dans la cicatrisation et dans les ulcères, et qui savent décider ce qu'il y a lieu de faire devant un ulcère qui apparaît chez un patient, pour tenter progressivement de retirer toutes les mauvaises peaux au-dessus de l'ulcère. Bien entendu, après des médicaments antidouleurs et après une anesthésie locale, il existe des gels pour faire cela, pour bien nettoyer, retirer la croûte, pour favoriser ensuite la cicatrisation. Alors il y a différents principes, c'est pas le sujet du jour, mais si cela vous intéresse d'ailleurs, c'est un sujet que nous avions un peu plus développé dans une webconférence destinée aux médecins, et que vous pouvez retrouver sur le site, dans les webconférences médecins. C'est le podcast, cette conférence a eu lieu il y a quelques mois, le podcast est accessible, et vous pourrez le regarder à une autre occasion. Ensuite, on passe au traitement médicamenteux des ulcères, et nous avons trois grands groupes de médicaments pour cela. La plupart sont des nouveaux médicaments, des médicaments innovants. Il y a l'Iloprost en intraveineux que vous avez vu qu'on utilise parfois pour le phénomène de Raynaud. Il y a le bosentan qui appartient à la classe des antagonistes de l'endothéline, un puissant vasoconstricteur, et puis les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, notamment le sildenafil,
le premier connu et le premier développé, c'était le Viagra. Et en fait, eh bien, ce médicament peut être efficace pour vous, et je vais vous expliquer comment. Alors donc l'Iloprost, c'était, et ça a été longtemps, le traitement de première ligne des patients qui ont un ulcère digital, surtout les formes douloureuses, sévères. Eh bien, on prend le patient en hospitalisation, on lui fait une perfusion tous les jours pendant au moins 5 jours, parfois on répète 5 jours de plus, parfois encore 5 jours en fonction de l'évolution clinique, mais surtout ça permet d'avoir le patient à l'hôpital aussi pour faire les soins locaux réguliers et quotidiens. Et c'est un traitement très efficace. Alors ce médicament a eu une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché pour le traitement des phénomènes de rénaux compliqués de troubles trophiques sévères sur la base de ce qu'on appelle une méta-analyse. Il y a eu des essais thérapeutiques, ça pourrait être un beau sujet pour vous expliquer pourquoi les essais thérapeutiques sont nécessaires, mais peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs dans le centre où vous êtes pris en charge, on vous a déjà proposé de participer à un essai thérapeutique. C'est indispensable pour progresser dans les traitements de la sclérodermie. Parce que la sclérodermie est une maladie orpheline qui n'a pas encore trouvé son médicament efficace pour guérir la maladie. On a besoin de vous pour trouver ce médicament efficace. Et il y a beaucoup d'essais thérapeutiques en cours cette année qui donnent beaucoup d'espoir. Mais en tout cas, donc, on a rassemblé toutes les études publiées et puis on fait une grosse analyse statistique et puis apparaît ce petit losange là, noir, qui fait la somme des analyses statistiques des publications faites dans la littérature internationale. Et si ce petit losange passe à droite de la barre 1, c'est qu'il est efficace. Et vous voyez, hop, il passe tout juste la barre du 1. Donc il est efficace. Donc il peut être prescrit et remboursé, surtout par nos autorités de santé dans cette indication. Le deuxième médicament dont certains suivent le traitement et le Bosantan, le Tracleer, c'est toujours le premier d'une nouvelle classe thérapeutique qui est un médicament antagoniste des récepteurs de l'endothéline. Il y a un excès d'endothéline au cours de la sclérodermie systémique. L'endothéline est un vasoconstricteur, donc il contracte les petits vaisseaux des patients, et cet excès, on bloque cet excès avec un médicament antagoniste de l'endothéline qui s'appelle le Tracleer. D'autres ont été commercialisés depuis, notamment l'Ambrisentan. Mais un seul, c'est attaché à tester son efficacité dans la sclérodermie systémique et dans les ulcérations digitales, c'est donc le Bosantan. En termes de cicatrisation, cette courbe nous montre que, en fait, malheureusement, le Bosantan n'accélère pas la cicatrisation si on compare au placebo. Vous savez qu'un placebo, c'est une sorte de médicament qui n'a aucune efficacité thérapeutique, et c'est comme ça qu'on fait les essais pour démontrer le bénéfice d'un médicament. Eh bien, le Bosantan n'a pas de bénéfice sur la cicatrisation de l'ulcère. En revanche, et c'est ça qui explique ces deux schémas, le Bosantan est efficace pour prévenir la survenue de nouveaux ulcères digitaux. Moins 48% de nouveaux ulcères digitaux dans la première étude et moins 30% dans la deuxième étude. Donc c'est un médicament particulièrement efficace pour prévenir la récidive. C'est pourquoi on prescrit ce médicament. Lorsque un patient fait des ulcères digitaux répétés, s'il y a un épisode, une fois que l'ulcère guérit et qu'il n'y a pas de rechute, il n'y a pas d'indication d'un traitement par Bosantan. En revanche, si un patient fait un ulcère et va récidiver dans l'année ou dans les 2 ans, il a une maladie ulcéreuse sévère et il relève d'un traitement par Bosantan pour prévenir les récidives. Et c'est un médicament qui transforme la vie de certains patients qui faisaient de multiples ulcères digitaux l'hiver et qui n'en font plus ou très peu ensuite sous ce traitement. Un médicament a testé son efficacité aussi dans la prévention des ulcères, c'est l'atorvastatine, c'est un médicament contre le cholestérol. C'est bizarre, mais les médicaments contre le cholestérol ont aussi une efficacité vasculaire, ont des propriétés vasculaires de vasodilatation ou d'inactivation d'une cellule activée. Et il réduit aussi la survenue de nouveaux ulcères digitaux. Je ne vais pas vous expliquer ce tableau-là, mais bon, il n'a pas néanmoins obtenu une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. En revanche, si un patient a une sclérodermie systémique et un peu trop de cholestérol, eh bien c'est sans doute une bonne raison pour lui prescrire de l'atorvastatine, surtout s'il fait des ulcères digitaux, ça peut lui apporter un bénéfice. Et puis il y a les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Alors, vous connaissez ce petit cachet bleu et en losange. Bon, on l'a transformé en petit cachet blanc et rond pour être plus correct. C'est le sildenafil, c'est le Viagra.
Et étonnamment, ce médicament peut être bénéfique pour vous. Alors ce médicament s'appelle le Revasio. Ce médicament est commercialisé dans l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une complication dont on pourra reparler peut-être une fois en conférence entre nous, qui peut survenir au cours de la sclérodermie. Près d'un patient sur 10 fait cette complication. En fait, tout simplement, c'est que les petits vaisseaux qui s'obstruent au niveau des doigts, ça peut aussi toucher le poumon. Et si ça touche le poumon et que les petits vaisseaux du poumon s'obstruent, ça fait augmenter la pression artérielle en amont, comme quand on appuie sur un tuyau d'arrosage, en amont, le tuyau gonfle, c'est pareil. L'hypertension pulmonaire, c'est ça. Eh bien, ce médicament est efficace et commercialisé dans cette indication. Et nous avons testé l'efficacité de ce médicament dans une étude qui s'appelle CEDUS. C'est une étude académique, institutionnelle, qui est une étude française qui a été publiée tout récemment en juin dernier, et qui est une étude de collaboration de plus de 20 centres en France qui ont inclus des patients dans cette étude, et peut-être vous êtes l'un d'entre eux, et cela a permis de progresser dans la connaissance de la maladie et dans la prise en charge de la maladie. Cette étude CEDUS visait à identifier des patients qui souffrent d'un ulcère digital actif, donc c'est un ulcère nouveau, et on lui proposait soit, on appelle ça une randomisation, c'est un tirage au sort, on lui proposait soit de prendre le Revasio, 3 cachets par jour, ou de prendre un placebo qui ressemble au Revasio, mais qui est un médicament non actif. Et on appelle ça une étude randomisée parce que c'est un tirage au sort qui décide lequel des deux médicaments va recevoir le patient, et en double aveugle parce que ni le médecin ni le patient ne savent ce qui est pris par le patient. On le sait qu'à la fin de l'étude. Eh bien, cette étude a démontré, alors je vous commente un petit peu ce tableau, le petit p c'est une donnée statistique, et quand un petit p est inférieur à 0,05, ça veut dire que le médicament est efficace. Eh bien, le médicament sildenafil testé est efficace à partir de la semaine 8 en termes de nombre d'ulcères par patient, et c'est confirmé à la semaine 12. Et en termes de nombre d'ulcères total cicatrisés, c'est aussi significatif. Ce qui veut dire que, peut-être pour certains patients, plutôt que de prendre de l'iloprost en intraveineux, et sûrement même, et c'est notre attitude maintenant, eh bien nous proposons en première intention la prise de sildenafil en comprimé, 3 comprimés par jour. Et cette étude est une donnée d'évidence, c'est un niveau de preuve suffisant pour donner ce médicament dans cette indication pendant 8 à 12 semaines. Et on revoit le patient à 4 semaines, à 8 semaines. Si à 4 semaines, il y a une amorce de cicatrisation, on poursuit le traitement. S'il n'y a pas du tout d'amorce et que l'ulcère s'aggrave, eh bien c'est alors une indication d'iloprost en intraveineux. Et une donnée particulièrement intéressante, je vous traduis cette courbe, mais dans le sous-groupe de patients qui ont participé à cette étude et qui prenaient déjà du Bosantan, du Tracleer, eh bien là, il y a une accélération de la cicatrisation grâce au sildenafil, comme si il y avait une potentialisation de l'effet du sildenafil par la combinaison au Bosantan, donc combinaison Revasio et Tracleer. Donc c'est vers sans doute ces combinaisons que nous irons à l'avenir pour traiter les ulcères digitaux actifs. Voilà par exemple le cas d'une patiente qui a accepté de participer à l'étude et qui avait vraiment un ulcère très très actif et très douloureux. Elle a accepté de participer à l'étude, elle a accepté avec des antidouleurs l'hypothèse de prendre pendant quelques semaines un placebo. Eh bien vous voyez ici à 4 semaines l'évolution, à 8 semaines et à 12 semaines. Eh bien, elle est complètement guérie et très rapidement guérie. Et en fait, elle était dans le bras médicament actif, donc elle recevait le Revasio. Alors, on ne peut pas parler de traitement du rénal et traitement des ulcérations digitales sans parler de l'éducation thérapeutique du patient. L'éducation thérapeutique du patient est inscrite dans la loi hospitalière. C'est quoi? C'est pas de l'information au patient. Là, aujourd'hui, nous faisons de l'information aux patients. L'éducation thérapeutique, c'est différent. L'éducation thérapeutique, c'est tenir compte des besoins individuels du patient et former le patient à sa maladie en petits groupes. Et nous avons développé, et d'ailleurs, si vous avez le petit journal, et si vous ne l'avez pas, je vous conseille de contacter l'ASF, l'Association des sclérodermiques de France. Et bien, dans le dernier petit journal, il y a une photo de la mallette d'éducation de la sclérodermie systémique. Cette mallette est un outil
qui est à disposition de tous les centres en France qui prennent en charge des patients atteints de sclérodermie systémique, et il y a là tous les outils nécessaires pour expliquer ce que c'est le rénal, ce que c'est le reflux, ce que c'est la fibrose, ce que c'est l'essoufflement, ce que c'est la fatigue, etc. Eh bien, je vous encourage à discuter avec votre médecin référent pour savoir si l'éducation thérapeutique peut pas se faire dans son centre, et s'il est intéressé et qu'il a la chance d'avoir le personnel pour le faire aussi, parce que c'est pas toujours simple, il peut nous contacter, et ces valises d'éducation thérapeutique avec ces jeux auxquels participent les patients pour mieux comprendre leur maladie sont mis à disposition, et nos équipes peuvent se déplacer pour former les équipes partout en France. Et il faut remercier aussi l'association de patients des sclérodermiques de France qui a fait un outil excellent dont vous parlera Laurence, qui est un petit cartoon qui explique comment éviter les ulcérations digitales. Vous pouvez le télécharger, je crois, sur le site, Laurence vous le dira, et nous le diffusons, nous, à nos patients. Et enfin, quand vous avez tout essayé et que rien n'est vraiment efficace pour le rénal et les ulcérations digitales, il reste une solution. Celle-là. Évidemment, en période hivernale, vous pouvez, si vous avez la chance de pouvoir voyager, aller un petit peu plus au chaud, et c'est sûr que là, eh bien, le rénal ira mieux, et il y aura bien moins de risques d'ulcération digitale, évidemment. Voilà, eh bien, je vais passer donc la parole maintenant à Géraldine Vostasi, qui est donc infirmière d'éducation dans notre centre de référence à Lille, qui assure ces ateliers d'éducation thérapeutique du patient. Et puis il y a un atelier où on parle du rénal, où on parle de la prévention des ulcérations digitales, où on parle comment préparer l'hiver. Et donc Géraldine a fait son petit marché. Elle est allée, on n'est pas à la télé, on a le droit de faire des pubs, hein, alors elle est allée chez Decathlon, au rayon Decathlon, pour aller voir tout le matériel le plus efficace aujourd'hui pour lutter contre le froid, et cela vous concerne. Sur votre écran la diapositive, et en dessous vous avez chat. Vous cliquez sur chat, vous activez le chat, et vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez en direct. Ça arrivera sur la petite tablette que j'ai là, je verrai, et on pourra y répondre. Donc n'hésitez pas, tapez avec votre clavier et posez toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, mon intervention d'aujourd'hui sera très pratique et vraiment axée sur les outils, les accessoires, les méthodes qui sont à votre disposition pour devenir vous-même acteur de votre propre prévention. Se protéger l'hiver, c'est certes se protéger du froid, mais c'est aussi se protéger de l'humidité ambiante et et du vent. Parce que le vent, il faut savoir que le vent agit beaucoup sur la température ressentie. Par exemple, un vent une vitesse de 5 km/h, qui est un vent très faible, diminue déjà de 2 degrés la température annoncée par votre bulletin météo. Alors, se protéger les mains, hein, c'est une grande campagne de prévention qu'on vous fait. Les gants, certes, c'est très important et reste indispensable, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi étendre la prévention à la tête, au cou, aux pieds. Et aussi, il est important de se couvrir correctement le corps par un système de multicouches. Alors, par souci de clarté, je vous propose de détailler cette prévention et ses méthodes, ses outils, étape par étape, en commençant par la tête et en finissant par les pieds. Alors effectivement, j'ai fait mes emplettes dans cette grande enseigne du sport, et je me suis fait très bien conseiller. Par contre, je suis tombée sur des personnes, des vendeurs qui sont de très bons conseils, donc je vous invite aussi à aller les questionner. Donc si on commence par la tête, il faut savoir qu'on peut avoir jusqu'à 30% de déperdition de chaleur rien que par le crâne, par le cuir chevelu. Alors, les outils à disposition. Des outils, des vêtements en laine, c'est très bien, la laine, mais il faut absolument qu'elle soit doublée d'un vêtement, d'une doublure en polaire, en tissu polaire, que vous connaissez tous,
Donc on a, bon, j'ai vraiment pris, hein, c'est un échantillon de la disponibilité de multiples produits, multiples couleurs, multiples formes disponibles. Alors, plus classique, hein, vous voyez, en laine, doublé polaire, noir. L'important, c'est qu'il soit, bon, je vais l'essayer. L'important, c'est qu'il soit assez tombant sur les oreilles pour bien protéger vos oreilles aussi. On a la version un peu péruvienne, on va dire, qui là protège encore mieux les oreilles. Bon, version un petit peu décalée, mais sympa aussi. La version classique, souvent utilisée, on me disait souvent utilisée par les hommes. Et la version plus fun, on va dire, rose, qui est en polaire. Alors, si on descend un peu, il faut se protéger le cou. Très important aussi, une déperdition par le cou à bien considérer. Donc là, l'écharpe qui peut être en polaire, très douce, assortie au bonnet. Et les systèmes, les cache-colles, qui sont assez pratiques, hein, puisqu'ils s'enfilent très facilement, restent bien en place, ne s'envolent pas. Donc voilà, les cache-colles qui existent en plusieurs couleurs. Je vais utiliser ces gages. Ensuite, c'est vrai que par élégance, certaines femmes n'aiment pas trop les bonnets, n'aiment pas trop les... Donc on peut porter des cache-oreilles, hein, tel que ce bandeau. Il existe aussi des beaux petits cache-oreilles en serre-tête. Néanmoins, il y aura toujours quand même une déperdition de chaleur au niveau du cuir chevelu. Le conseil qui m'a été donné aussi, c'est qu'en période de grand froid, il faut éviter de respirer cet air froid à la fois par le nez et à la fois par la bouche. Donc c'est assez récent apparemment chez Decathlon. Ils ont... Oui, ça m'a même intéressé. Vous voyez, c'est une forme de V qui vient se mettre comme ça, à la fois sur le nez, à la fois sur la bouche, avec une petite zone que l'on appelle respirante, hein, qui permet d'évacuer l'air et de... On peut courir avec ça? On peut courir, c'est même très pratique, parce qu'il y a un petit scratch qui le... Voilà. Voilà. Ensuite, on va descendre, on va passer aux mains. Alors les mains, très importantes, bien sûr. Vous connaissez tous, hein, on vous l'a assez dit, je pense, les gants en soie. Il faut absolument penser à la prévention par sous-couche. C'est très important. La première couche sur les mains est préconisée avec un tissu en soie, pure soie. Des petits gants, très agréables hein, plutôt, très fins, très légers, qui ne vont pas suffire en fait. Il faudra mettre une autre couche sur ce gant qui peut être composé de polaire, hein, qui va maintenir la chaleur. Le polaire seul maintient la chaleur, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il faut utiliser aussi des produits dits respirants. Alors quand on dit respirant, on pourrait penser que ça laisse passer l'air, hein, c'est une diffusion d'air. Non, les produits respirants vont permettre à la transpiration, à la sudation de s'évacuer par ce tissu. Donc, important parce que le maintien de l'humidité au niveau de la peau, peut aussi favoriser la crise de Raynaud. Donc plusieurs types de gants hein, que vous devez connaître, le vrai polaire, le polaire pur, le polaire respirant, et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important de se prévenir du vent. Donc il existe aussi des gants traités coupe-vent, hein, comme celui-là, plutôt assez élégant, donc extérieur cuir et extérieur cuir traité coupe-vent, polaire à l'intérieur. Voilà. Alors le mot d'ordre aussi. Le mot d'ordre aussi dans cette prévention, j'avais envie de dire, c'est si vous voyez ce logo. Très chaud. Qui est le Gore-Tex. Le Gore-Tex est un produit qui réunit ces trois propriétés, à la fois le maintien de la chaleur, le côté respirant, qui va donc favoriser l'élimination de la sudation, de la transpiration, le côté coupe-vent et la propriété imperméable. Donc voilà, tout est réuni dans un seul produit. Un peu plus onéreux que les autres, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même, on va dire, la Rolls-Royce de la prévention. Oui. Voilà.
Les mains, j'ai fini. Alors, ah oui, pour les addicts du téléphone, il y a une version, Laurence est en train de l'essayer, une version du gant de soie avec 2 petits doigts tactiles qui vont permettre de toujours rester couvert, de enlever à la rigueur le gant qui sera en 2e couche et de garder la fonctionnalité des doigts tout en étant couvert sur votre écran tactile. Voilà. Descendons maintenant aux pieds. Les pieds, même principe que pour les mains. Il faudra faire une première couche avec de la soie, si possible des chaussettes en soie qui existent, et y mettre ensuite des chaussettes. Alors évitez la laine qui maintient une humidité, mais utilisez ces produits qui maintenant sont en coton et sont dits, vous voyez là, breathing, respirant, pourquoi pas polaire aussi, tout en évitant la laine. Alors sauf petit bémol, la laine, il existe maintenant des produits en laine dites mérinos qui sont traités respirantes aussi. Respirants, je vous rappelle, qui sont dotés d'un composant qui permet le transfert de l'humidité vers l'extérieur. Protéger son corps, c'est aussi important. Alors, on parle souvent de la technique des 3 couches. La première couche qui sera en contact avec la peau directe devra être respirant, c'est-à-dire va favoriser l'évacuation de la transpiration et ne pas maintenir une humidité ambiante, c'est-à-dire, voilà, écoutez, je le cherchais mais il est sur moi, je l'ai mis ce matin, c'est un produit dit respirant qui va à la fois maintenir la chaleur sur le corps mais à la fois avoir cette propriété d'évacuer l'humidité. La deuxième couche pourra se composer d'un produit polaire classique, au-dessus. Avec le micro, je vais peut-être pas l'essayer parce qu'on va plus m'entendre. Polaire classique, un peu plus épais, ou alors un produit tout nouveau qui est en laine mérinos, respirante, très fin, un petit peu plus féminin avec le col en V. Voilà, disponible aussi. La troisième couche qui sera celle qui sera mise à contribution de l'extérieur devra être calorifique, maintien de la chaleur, respirante et imperméable et coupe-vent, tel que ce modèle, très léger. Là on retrouve le Gore-Tex, puisqu'un produit très léger, tout en un, et coupe-vent, donc coupe-vent, respirant, imperméable. Donc voilà, ça peut constituer la troisième couche de votre prévention. Je vais m'y retrouver un petit peu. Donc, oui. Alors, s'accompagne, il y a des petits accessoires qui peuvent accompagner le maintien de la chaleur avec des petites chaufferettes auto-chauffantes, comme celle-là. Très classique, mais il en est sur internet, vous pouvez en trouver des très rigolotes aussi. Donc je vais peut-être pas l'activer là, mais vous voyez peut-être à l'écran qu'il y a une petite puce à l'intérieur qu'il suffit d'appuyer et que cette petite chaufferette va se gélifier, va devenir un peu comme ça et va chauffer pendant 30 minutes, celle-là. Donc elle est un petit peu grande, mais elle peut se glisser dans le gant, dans la moufle, et maintenir une chaleur pendant une durée de 30 minutes. Il en existe le même principe existe à usage unique, donc un peu, par contre de façon un peu plus fine, où il suffit d'activer la chaleur en mélangeant et en malaxant un petit peu la tour. Et là pareil, vous pouvez insérer la chaufferette dans le gant ou dans la chaussure. Alors en général, je ne le préconise pas en direct sur la peau, donc si c'est dans le gant c'est au-dessus du gant en soie, entre le gant en soie et le gant polaire ou coup. Et dans la chaussure, c'est pareil, c'est pas en direct sur la peau, c'est après la chaussette en soie. Les coups. Alors, ces petits types de chaufferettes coûtent environ 3,50 €, je pense, environ.
réutilisable par contre, c'est sûr, puisqu'il suffit de la tremper dans l'eau après pour qu'elle retrouve sa fonctionnalité. Et ce type de produit qui est vendu en sachet de 5 ou de 2 est moins cher, mais il est à usage unique. Je pense qu'on est autour des 2 € pour ce type de produit. Il existe le même principe de l'auto-chauffant en semelle. Donc pareil, la semelle au fond de la chaussure, pas directement en contact de là où ça chauffe. Ah bon? Oui. Comment? Alors il faut la... Le problème c'est que le sachet était ouvert. Alors je ne sais pas si ça va chauffer aujourd'hui, mais ça a chauffé hier quand je l'ai présenté. Oui, oui. Faut... Alors 5 heures. 5 heures. Le pied au fond 5 oui, heures. Oui. Wow. 5 heures annoncé. Combien ça coûte? 3,50 environ. Usage unique. Usage unique. Ah. Oui. Le principe de la bouillotte reste d'actualité. Alors là, on a une bouillotte électrique qui chauffe en 3 minutes. Vous la branchez sur l'électricité, elle est chaude en 3 minutes. Vous pouvez la glisser aussi dans le lit, sous le plaid du canapé, enfin là où vous voulez, mais ça. Ou alors utiliser dans la poche, c'est un peu lourd. Et vous pouvez aussi utiliser la bouillotte classique, sans souci. Alors, bien se protéger l'hiver, c'est aussi protéger ses téguments, sa peau, c'est maintenir une bonne intégrité de la peau. On sait tous, vous savez tous que la peau sclérodermique est une peau très sèche, qu'on dit atopique de nature. Donc, le mot d'ordre, on vous le dit souvent, hydrater, hydratation, hydratation. Alors, redoubler d'hydratation pendant les périodes hivernales. Pourquoi? Parce que le froid assèche la peau, parce qu'on a tendance à augmenter la température de la maison, ça assèche la peau aussi. Donc, redoubler d'hydratation. Alors, je vous ai ramené quelques produits, mais vraiment, la liste n'est pas exhaustive. La journée préférée des produits émollients, des baumes, des crèmes dites émollientes qui pénètrent bien, plus pratique pour la journée. Ensuite, ou alors ce type de produit qui est un baume réparateur pour les mains. Et pour le soir, alors moi j'aime beaucoup et je demande aux patients d'utiliser la colle cream, qui est très grasse, ou le sérat de Galien, qui est c'est des produits très graves, un peu vaselinés, mais à préférer le soir parce que c'est vrai qu'ils pénètrent moins facilement, même s'ils sont très très efficaces. C'est un peu inconfortable pour la journée. Utilisez aussi des gels douche, si possible, sur gras, ou alors sans savon. Alors maintenant dans les grandes surfaces, pas forcément obligé d'aller dans les parapharmacies ou les pharmacies. De marques comme Vendôme sont très abordables et efficaces. Vous voyez là, c'est sans savon. Et là, c'est un produit sur gras. Donc un peu moins cher que dans les pharmacies. Un produit, alors j'ai fait un petit montage ce matin moi-même parce que mon pharmacien n'en avait plus. Un produit, M. Achouia vous a montré tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des ulcérations considérées, nous on dit des fissures, des crevasses, favorisées aussi par l'hiver aussi, par l'assèchement de la peau, que ça tire. Et ce produit-là qui s'appelle le Bariéderm de la marque Uriage, très efficace. C'est un petit baume, il y a une petite spatule dans le flacon qui va permettre vraiment d'insérer ce baume à l'intérieur des petites crevasses, des fissures. Produit très efficace pour l'avoir essayé et avec un retour de patients très satisfaits. Voilà, donc c'est Bariéderm de la marque Uriage. Crevasses et fissures, parce qu'ils font plein de choses, mais là c'est crevasses et fissures. Voilà. Je pense avoir été assez exhaustive. Après, que dirais-je encore? Les pieds, c'est fait. Buvez, hydratez-vous beaucoup pour maintenir l'hydratation de la peau. Alors, j'ai dit boire aussi des boissons chaudes pour se réchauffer. J'ai pas dit alcooliser. Non, je n'ai pas dit alcooliser. Ni grogne, ni vin chaud. Enfin, ou avec
Modération, c'est ça. Mais bon, favoriser les boissons chaudes pour le réchauffement. Et puis en période de très grand froid, si vous ne pouvez pas partir au soleil, écoutez, le meilleur quand on connaît les risques, la meilleure posture c'est l'évitement, donc restez chez vous, bien au chaud, au coin de la cheminée, sous la couette ou sous le plaid du canapé. Et puis si vous ne pouvez pas faire autrement que de sortir, je vais employer un autre slogan d'une autre campagne de prévention, c'est sortez bien couvert. Voilà. Bon hiver et bon week-end. Merci beaucoup, Géraldine. Vous suivrez tous ces conseils, je peux vous dire que c'est très efficace. D'ailleurs, les gants, là, c'est pas mal avec le téléphone portable. Effectivement, ces gants-là, on est bien au chaud et on peut tapoter sur son portable et envoyer des petits textos. Et je vois qu'il y a plein de questions, mais on va y répondre après parce que je pense qu'il est important d'avoir l'expérience des patients et Laurence a l'expérience de se protéger avant l'hiver. Merci Géraldine pour toutes ces précisions. Après la partie un peu théorique, moi je vous puisse un peu plus illustrer en pratique ce qu'on peut faire facilement chez soi. Donc, pour moi, la première chose que je fais donc, le matin quand je me lève, c'est les chaussettes, indispensable, et de passer par la salle de bain, mettre le chauffage à fond pour éviter surtout le coup de froid en sortant de la douche. Parce que ce genre de changement de température, c'est ce qui déclenche le rhume et on peut l'éviter avec une douche pas trop chaude et une salle de bain bien chaude. Pour m'habiller, je fais ce qu'a proposé Géraldine. Nous, on appelle ça plutôt dans l'association la politique de l'oignon. Mais c'est parce qu'il y a plus que 3 couches souvent. Donc sous le pull, c'est systématiquement une couche supplémentaire comme un caraco ou un sous-pull avec un col roulant. Et surtout, petit détail auquel on ne pense pas toujours quand on essaie dans les magasins, c'est que ce soit suffisamment long pour que ça tienne dans le pantalon et éviter le courant d'air fatal en bas du dos. Ensuite, à la maison ou même un peu partout, quand je sors, j'ai toujours soit un gilet supplémentaire, soit un châle pour éviter le courant d'air sur le haut de la nuque, qui est aussi très dérangeant et qui provoque des coups de froid régulièrement. Donc souvent quand on a une écharpe dans le manteau, ça protège du courant d'air en haut plutôt que de mettre l'écharpe à l'extérieur. Puis j'ai régulièrement des coups de froid, soit à la maison, soit à l'extérieur, et c'est souvent lié à la fin de la digestion quand le ventre est vide. Quand le moteur n'a plus d'essence, il chauffe plus. Donc systématiquement, donc on a de quoi grignoter dans le sac à main. Une sucrerie, un petit gâteau. À la maison, c'est tout de suite une boisson chaude, régulièrement tout au long de la journée, pour éviter, surtout pour éviter le coup de froid, ou quand il est là, pouvoir se réchauffer rapidement. Pour sortir, alors avant de sortir, j'ai une petite technique, c'est de mettre sur le radiateur les chaussures, les gants, le bonnet, et m'habiller 5-10 minutes avant de sortir, histoire d'emmagasiner de la chaleur, avoir un bon coup de chaleur avant de sortir. Donc forcément, comme on l'a vu, les gants. Et moi, j'ai testé pas mal de gants, j'ai même fait faire à une époque des gants sur mesure, cuir et laine à l'intérieur. Mais finalement, les gants polaires, c'est ce qui est pour moi le plus efficace. Et c'est moins coûteux que les gants en cuir. Donc allons-y. Alors pas toujours avec une couche en dessous, ou alors il faut les prendre très grands, parce qu'après si ça serre un peu trop les doigts, ça limite la circulation et on n'est pas très confortable. Donc les gants, l'écharpe, chapeau. Alors il y a des jolis petits chapeaux pour les filles en laine qui sont un peu plus sexy que les bonnets, mais c'est des chapeaux en laine avec également une doublure polaire qui peuvent être très jolies. Et les chaufferettes. Alors moi de mon côté, j'ai des chaufferettes développement durable, si on veut, c'est-à-dire qu'elles sont en tissu et en noyau de cerise. Donc ça c'est
longue vie. Ça se recharge pas, ça dure un certain temps. Vous mettez ça 30 secondes au micro-ondes, ça reste chaud pendant facilement 1 heure dans la poche, et c'est facile de le faire réchauffer. Soit sur le lieu de travail, vous avez un micro-ondes, soit vous allez au restaurant, vous leur demandez de passer ça au micro-ondes 30 secondes, et c'est de nouveau chaud. Et ça dure à vie. Quand les noyaux sont un peu secs, il suffit de les laver, de mettre ça à la machine à laver, ça reprend un peu d'humidité et c'est reparti pour quelques années. Ça avec des grains de riz, non, pas sûr, non, il faut qu'il y ait des noyaux de cerise. Ce qui provoque souvent un coup de frein, un coup de réno, c'est, pour moi en tout cas, ce qui est un moment toujours un peu pénible, c'est la voiture. Puisque c'est un espace clos qui reste dehors. Et donc ce que je fais, c'est que si je peux, je la gare au soleil. Comme ça, le matin, elle est chaude. Et le comble du luxe envisagé, mais alors ça, il faut avoir le financement, c'est le chauffage stationnaire qui permet de télécommander le chauffage de la voiture en avance et à l'extérieur. Donc un petit coup de télécommande et on rentre dans la voiture chaude. Mais bon, ça, il faut avoir le budget. Voilà, donc quelques petits trucs de la vie quotidienne. Faut être très vigilant. On l'a vu avec la présentation du professeur Achula. Les ulcérations, c'est vraiment l'enfer. Ça fait très mal. Donc protégez-vous du froid au maximum. C'est pas compliqué. Faut un peu de volonté. Il faut pas forcément vouloir être très sexy, mais bon, mettez des couches et surtout. Si vous le souhaitez, vous avez donc la petite plaquette dont vous a parlé le professeur Achula qui est en forme de bande dessinée pour toutes les mesures de prévention faciles pour lutter contre les ulcérations. Donc ça, vous l'avez auprès de l'association sur demande. Voilà. Et en termes de chaufferette, vous pouvez aussi en commander via l'association. Donc vous l'avez dans le petit journal, c'est des chaufferettes qui se branchent sur le courant électrique. Donc c'est également facile à utiliser et à recharger régulièrement. Voilà, passez un bon hiver et prenez vos précautions. Merci beaucoup Laurence, il y a plein de questions, on est ravis. Ce ne sont pas des gants en fait au noyau de cerise. Expliquez un peu ce que c'est. Vous l'avez fait vous-même? Parce que certains se posent la question, où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors ça, c'est de la fabrication grand-mère, c'est-à-dire on a récupéré des noyaux de cerises, toute la famille a contribué à manger des cerises, et c'est du tissu d'ameublement simplement, c'est un tissu assez épais qui résiste à la chaleur. Et donc vous le trouvez aussi dans des magasins chez Nature et Découverte, parce qu'ils font également ce genre de produit pour mettre en haut du dos, mais c'est tellement facile à faire soi-même que c'est pas la peine de se ruiner. Et en matière de couches au niveau des doigts, vous mettez plusieurs couches. Est-ce qu'une moufle, c'est mieux que des gants? Alors, j'utilise 2 choses. J'ai des gants en polaire, gants avec une seule épaisseur, parce que comme j'ai les doigts un peu rétractés, c'est très difficile d'enfiler des gants qui sont un peu raides. Et sinon, j'ai également des moufles en polaire, mais là, ça va dépendre de ce que je suis censé faire à l'extérieur, parce que pour conduire, c'est un peu compliqué. S'il faut attraper quelque chose dans son sac à main, dans son porte-monnaie, il faut les enlever. Donc les moufles, c'est vraiment pour quand on n'a rien à faire. Et donc, pas de ventre à l'air, pas de doigt à l'air. Alors, c'est une déperdition de chaleur. Bien. Oui, c'est très important, donc. Quand l'extrémité céphalique, c'est une zone qui se refroidit vite et qu'il faut protéger. En fait, pour avoir chaud aux mains, il faut avoir chaud à la tête. Pour avoir chaud aux mains, il faut avoir chaud à la tête. Et donc, le bonnet, la protection, le nez pour l'air frais et la bouche, et puis le cou. Et puis après, donc, les multicouches ou les couches d'oignons. Il y a plein de questions qui arrivent, et donc on va peut-être rapidement répondre aux questions, parce qu'on est bien ensemble, mais le temps avance quand même, il est 11h10 passé. Alors, première question, ulcères digitaux sur traction, quelle est la conduite à tenir?
une patiente donc nous pose la question, elle a un ulcère digital, on regarde un relief osseux d'un doigt, comme vous avez vu tout à l'heure dans la présentation, et qui dure depuis des mois et des mois. Eh bien, c'est la seule chose à faire vraiment pour aider à cicatriser cet ulcère. C'est d'abord bien graisser la peau en permanence, tous les jours, et plusieurs fois par jour. Et puis, c'est lutter contre la rétraction. Donc, travaillez avec votre kinésithérapeute, demandez à votre médecin traitant des séances de kinésithérapie pour essayer de lutter contre la flexion, c'est-à-dire le doigt se fléchit, se rétracte lié à la sclérodermie. Il faut lutter contre cette flexion, tendre vers l'extension du doigt. Ça diminuera la tension sur la peau et en graissant bien la peau quotidiennement, pluriquotidiennement, banque du commandeur ou autre, tout ce qui est bon pour graisser est bon pour cet ulcère. C'est comme ça qu'il faut faire. D'autres conseils pour cet ulcère? Peut-être aussi voir avec un ergothérapeute qui peut aussi mouler des orthèses de repos ou un peu plus fonctionnelles. Oui, ça c'est très important. Des orthèses de repos nocturnes, c'est vrai. On peut donc faire un moulage de la main et la nuit mettre une orthèse qui va tendre à étirer les doigts et donc tout doucement gagner un quart, un tiers de millimètre, un demi-millimètre, un millimètre, et ça permettra la cicatrisation en fait. Et on met ça la nuit avec un velcro et on retire le jour bien sûr. Une autre question, c'était est-ce qu'on peut utiliser l'orivation en prévention des ulcères? Eh bien, aujourd'hui, non. On ne peut pas utiliser l'orivation en prévention des ulcères parce que l'orivation n'a pas démontré son efficacité en prévention des ulcères. Nous avons fait un essai thérapeutique qui démontre son efficacité pour la cicatrisation des ulcères, mais pas la prévention des ulcères. Donc aujourd'hui, non. Il faudrait faire un essai thérapeutique pour cela, parce que rien ne démontre que c'est un médicament utile. Il faut savoir que c'est des médicaments onéreux qui coûtent plusieurs centaines d'euros par mois, et donc on ne peut pas les prescrire sans preuve d'efficacité dans une indication. Il faut faire un essai thérapeutique pour ça. Donc aujourd'hui, non. Donc pour la cicatrisation, puis on arrête. Est-ce que le paracétamol qu'on peut utiliser pour lutter contre la douleur en cas d'ulcère digital a un effet de vasoconstriction sur les petites artères? Non. Alors j'ai vu que la personne qui utilise du paracétamol en abuse un petit peu. Il faut éviter aussi d'en abuser de manière chronique, parce qu'il a été démontré que le paracétamol à forte dose, au-delà de 3 grammes, est pris de façon prolongée, des semaines, voire des mois, peut augmenter le risque cardiovasculaire. La toxine botulique. Il y a eu une question à propos de la toxine botulique. Alors c'est une stratégie thérapeutique possible dans le phénomène de Raynaud et dans les ulcères digitaux. En fait, la toxine botulique, on peut l'injecter à la racine des doigts et ça favorise la vasodilatation des artères des doigts. Mais c'est un effet qui est temporaire. Et l'injection de toxine botulique au niveau des mains, c'est particulièrement douloureux. Et pour l'instant, c'est pas une technique que nous avons développée en France. C'est une technique qui a été essayée par plusieurs équipes dans le monde. Il paraissait très emballé. Il y a eu quelques publications. Et puis avec le recul, ils le sont un peu moins parce que c'est un effet assez temporaire. Donc ça peut aider à la cicatrisation d'un ulcère, mais ensuite la situation des doigts revient à l'état de base initiale. Et donc il y a récidive. C'est un peu l'injection de toxine botulique a le même effet qu'une cure d'éloprost. En fait, c'est un peu ça. Ça provoque une vasodilatation des petits vaisseaux. On pose la question, est-ce qu'on trouve les orthèses? C'est des kinésithérapeutes qui font ces orthèses ou des services de rééducation fonctionnelle dans les hôpitaux généraux. Parlez-en à votre médecin référent. On parle aussi plein de questions, du nez sec. Alors ça n'a pas de rapport avec les ulcères et le Raynaud, mais ça a un rapport avec l'hiver quand même. Vous avez raison, parce que l'hiver, on a plus volontiers les lèvres secs, le nez sec et les muqueuses agressées par le froid extérieur. Et bien pour le nez sec, c'est simple. Il faut graisser l'intérieur du nez. On peut graisser, il y a différentes substances graissantes possibles. Celle que je conseille volontiers, c'est l'homéoplasmine. C'est une crème graissante qu'on peut mettre sur un coton-tige et puis il faut badigeonner l'intérieur de la narine avec cette crème graissante. Ça va éviter que les croûtes se forment, durcissent, et ça va tapisser les muqueuses et éviter d'avoir cette sensation de nez sec. Après, si c'est plus profond, la sensation de nez sec, ce sont les lavages de nez à l'eau de mer. Vous pouvez faire des lavages de nez à l'eau de mer de façon pluriquotidienne et ça hydrate un petit peu les muqueuses.
Voilà. Je pense qu'on est au bout des questions. Si on n'a pas d'autres qui apparaissent, eh bien, nous allons arrêter là. Je pense. Encore quelques commentaires. Bonsoir Aldine. Justement, on est en train de parler du nez. Vous êtes peut-être dit depuis le début de la présentation que je parlais un petit peu du nez. Donc c'est vrai qu'on aurait tendance à aller voir son pharmacien. Monsieur Achulin en a parlé tout à l'heure, pour les décongestionnants nasaux. Faites attention à ce qu'on vous propose comme molécules. Il y a des produits, il y a des composants comme l'éphédrine qui sont très vasoconstricteurs. Donc effectivement, préférez les produits à l'eau de mer physiologiques quand c'est une congestion légère, et on peut vous proposer aussi de l'eau de mer hypertonique quand la congestion nasale est un peu plus importante. Mais soyez vigilants quand vous voyez un composant qui s'appelle à base d'éphédrine. Merci. Eh bien très bien, ainsi se termine cette webconférence qui vous était destinée aujourd'hui. Je vois quelques commentaires, on se sent moi seul, mais vous l'êtes pas, vous savez, vous l'êtes pas. On est tous là pour vous, et en France, il y a tout un réseau qui s'appelle la filière, qui est donc là pour vous, avec tous des médecins experts pour vous prendre en charge. N'hésitez pas, si vous n'avez pas tout suivi de podcaster cette émission et de la revoir tranquillement et d'en discuter entre vous et avec votre médecin si nécessaire. Merci, un très bon week-end à tous.